Expert. Mettons-nous d'accord aujourd'hui autour d'Arnaud Benedetti. Bonjour Arnaud, ravi de vous revoir. Professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Vous avez publié Aux portes du pouvoir, RN, l'inéluctable victoire, point d'interrogation, aux éditions Michel Lafon, et vous faites partie du comité de soutien pour la libération de Boualem Sansal. On va évidemment en parler avec vous. Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com. Bonjour à vous. Bonjour. Nicolas Corato est avec nous également, président fondateur du think tank Place de la République. Et nous attendons, bonjour, et nous attendons Mickaël Darmon, qui est toujours en retard, journaliste politique chez i24 News. Et puisqu'on parlait du pape, le pape et la matriarche, histoire secrète des relations entre Israël et le Vatican, qui est paru aux éditions Passé Composé. Évidemment, l'actualité, c'est l'Ukraine, c'est la Russie, c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis, la France, Napoléon versus impérialiste révisionniste, et puis également le préfet de police de Paris qui vient de déclarer: je suis stupéfait que le parquet ait requis un procès pour meurtre. Je trouve que c'est assez fort de la part du préfet que de dire ça dans l'affaire Naël. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Arnaud Benedetti. On parle de Boualem Sansal. Est-ce qu'on a des nouvelles? Est-ce que quelqu'un a pu entrer en contact avec lui ou pas du tout? C'est la plus grande confusion qui règne depuis maintenant plusieurs jours, parce que, bon, comme vous le savez, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on l'a dit à plusieurs reprises, Boualem Sansal est malade. Il est traité pour un cancer. Il fait des allers-retours entre l'hôpital et la prison, ce qui, bien évidemment, est loin d'être rassurant. Et par ailleurs, il est soumis à de très grandes pressions pour récuser son avocat français, Maître Zimré. Parce que juif. Oui, exactement, tout à fait. Vous l'avez dit explicitement. Donc aujourd'hui, pour nous, Maître Zimré reste l'avocat, puisque de toute façon, il n'y a eu aucune notification de déconstitution et de récusation de sa défense française. Ce qui est sûr, c'est qu'il a, par contre, déconstitué ses avocats algériens. Donc, ce qui fait qu'on a finalement assez peu de contacts pour l'instant avec lui directement. On sait que son épouse peut le rencontrer de temps à autre de manière assez épisodique. Mais ce qui aujourd'hui nous inquiète particulièrement, c'est que la relation, je veux dire, entre la France et Alger reste, c'est le moins qu'on puisse dire, particulièrement détériorée. Elle est encore très détériorée. Vous avez peut-être pu voir hier passer un communiqué de presse du gouvernement algérien s'insurgeant contre des manœuvres militaires qui sont actuellement, qui vont être faites prochainement entre les Marocains et les Français. Après, bon, au niveau national, la Commission des Affaires étrangères, ça me donnera l'occasion de faire mon coup de gueule, a voté hier, il y a 2 jours, une proposition de résolution demandant évidemment exigeant même la libération immédiate de notre ami Boualem, mais surtout en mettant en garde l'Union européenne sur l'accord qui est actuellement en discussion, en renégociation entre l'Algérie et l'Union européenne, et en conditionnant la reconduite de cet accord non seulement à la libération d'ailleurs de Boualem Sansal, c'est évident, mais aussi au respect d'un certain nombre de principes élémentaires en termes de droits fondamentaux. Alors, la Commission a voté, mais ce qu'il faut noter, c'est que les députés de gauche, tous, soit ont voté contre, soit se sont abstenus. Très franchement, je trouve que là, on vient d'atteindre encore un seuil supplémentaire. Dont François Hollande, qui n'était pas là ce jour-là. Qui n'était pas présent, mais qui est membre quand même qui est membre du comité, et qui soutient quand même. Quand on soutient, on trouve le temps de venir à l'Assemblée, me semble-t-il. Peut-être, vraisemblablement. Donc quand même, là, on a une position d'une grande partie, pas d'une partie, de la totalité en tout cas des députés de gauche qui sont membres de cette commission des affaires étrangères, qui nous paraît inexplicable. Mais quelle est la raison? Il faut leur poser la question. Du côté, si vous voulez, pas froisser l'Algérie. Du côté, certainement pas froisser l'Algérie. Du côté de la France insoumise, on sait très bien que de toute façon, Boualem Sansal ne fait pas partie de leur cause, clairement. Je rappelle qu'au Parlement européen, les députés LFI se sont abstenus ou ont voté contre. Madame Rima Hassan a voté contre la demande de libération de Boualem Sansal. Il en va de même pour un certain nombre d'élus verts. Il y a, je crois, actuellement une affaire Sansal en France. En effet, entre ceux qui ont fait le choix de soutenir pour des raisons de principe évidents notre compatriote, et ceux qui ne veulent pas le faire
parce qu'ils considèrent que tout simplement Boualem Sansal ne défend pas les bonnes causes d'une certaine manière. Donc c'est assez scandaleux, c'est inquiétant, et c'est surtout, si vous voulez, d'autant plus inquiétant, c'est que ça permet aux Algériens de légitimer encore plus leur prise d'otage de Boualem Sansal, parce qu'il joue énormément sur nos divisions aussi. Toute division de la classe politique française et de l'eau au moulin apportée à ceux qui aujourd'hui ont incarcéré et ont arrêté Boualem Sansal et le menacent d'un procès qui est un procès de type stalinien. Ouais. Voilà. Réaction, Nicolas Corato? Ce sujet, alors, simplement pour dire, j'ai cru comprendre, mais j'ai pas plus suivi que ça, que ce qui s'est passé en commission des affaires étrangères. Le sujet n'était pas limité au cas de Boualem Sansal et que c'est pas sur ce sujet-là que la gauche s'est opposée. Mais je passe sur le sujet, ça mériterait plus d'études. Mais je veux dire, c'était un rejet de la motion en bloc et pas simplement du soutien et de la conditionnalité de la remise en liberté de Monsieur Sansal. Ceci entraîne cela. Nicolas, la proposition de résolution est évidemment, je vais dire, concernée prioritairement Boualem Sansal, et elle était évidemment elle demandait, non mais juste pour être précis, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est qu'il y avait un certain nombre d'outils qui étaient proposés dans notre relation avec les Algériens pour justement permettre la libération de Boualem Sansal. Et manifestement, les députés de gauche se sont opposés à cette proposition de résolution. Ce que j'ai compris, moi, Arnaud, mais vous connaissez mieux le sujet que moi, c'est que cette résolution ne concernait pas que M. Sansal et que la situation de M. Sansal, qu'elle était plus large sur les mesures de conditionnalité, de reprise de relations avec l'Algérie. C'est sur ce sujet-là, globalement, que la gauche est opposée. Mais c'est pas le sujet principal de notre débat. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a effectivement une affaire Sansal, que c'est une affaire de principe, et que même si on ne partage aucune des opinions de M. Sansal, tout démocrate devrait être derrière lui et demander et exiger sa libération de manière conditionnelle, effectivement, vis-à-vis du gouvernement algérien. Et je regrette qu'une grande partie de l'opinion ou de l'intelligentsia française ne se joignent pas à ce combat. Ouais. Et je regrette aussi, et c'est amicalement que je vous le dis, de ne pas que ce sujet ne soit pas instrumentalisé sur des opérations ou des options purement politiciennes. Je pense que quand on est un démocrate, quand on est un démocrate, on demande la libération de M. Sansal sans incriminer nécessairement celles ou ceux qui ne pensent pas comme vous. Je pense que c'est une question de respect de la liberté d'expression, de respect de la liberté de création d'un artiste. Non, mais ils sont libres. Nicolas, ils sont totalement libres de voter comme ils veulent, mais on est quand même libres de dénoncer leur vote. C'est la moindre des choses. Moi, je vois qu'une chose, c'est que... Ne refaisons pas une Mbappé, n'allez pas pointer du doigt ceux qui n'incriminent pas. C'est ça que je dis. Mais moi, je suis tout à fait. Je comprends pas. On va marquer une pause et on va en reparler parce que c'est un sujet important, mais on est obligé de s'interrompre pour le journal. À tout de suite. Et nous continuons nos débats avec aujourd'hui Arnaud Stéphan, fondateur de l'agence La Note de Com, Nicolas Corato, président du think tank Place de la République, et Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Et je rappelle votre dernier livre, Aux portes du pouvoir, RN. L'inéluctable victoire, qui est paru chez Michel Lafon. Et nous allons et nous parlerons évidemment de la Russie, de l'Ukraine, de la France, des États-Unis. Beaucoup de sujets avec vous aujourd'hui. Peut-être quand même continuer, parce que je rappelle, Arnaud Benedetti, que vous êtes à l'initiative du comité de soutien pour la libération de Boualem Sansal. On a commencé ce débat avec vous, Nicolas Corato, et on n'a pas bien compris ce que vous nous disiez sur le fait que oui, les groupes de gauche se sont abstenus de voter une résolution qui allait dans le sens de la libération de Boualem Sansal. Oui, alors je vais repréciser puisque vous m'avez mal compris. Des délibérations dans ce genre-là, je pense qu'autour de la table, on a tous participé à des rédactions ou à des négociations autour. On sait que quand on pose une délibération ou une résolution pour faire en sorte, pour aider un opposant politique à sortir des geôles, on cherche quoi? On cherche l'unanimité et le consensus maximum. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que la délibération soit, je le dis, le plus consensuel possible pour que chacun puisse, avec ses orientations et aussi avec sa vision du monde qui est différente, y adhérer. Je regrette que cette résolution, libérer Boualem Sansal, oui. Je vois pas ce que vous pouvez être de plus ou moins consensuel. Mais vous voyez, ma chère Valérie, moi j'ai lu cette résolution. Et par exemple, il y a un point qui a fait débat. Moi, j'essaye de vous rentrer en c'est un sujet que vous connaissiez pour vous dire que la réalité est peut-être plus compliquée que cela.
on n'était pas obligé, par exemple, d'appeler le gouvernement de la République française ainsi que la Commission européenne à veiller à ce que les futurs versements de fonds européens à l'Algérie s'accompagnent de progrès substantiels en matière d'état de droit et de liberté fondamentale. C'est ce qui s'est passé avec la Pologne. Vous avez applaudi des deux mains, quatre mains. Mais vous voyez, monsieur, sur un sujet aussi grave que celui de la libération d'un homme, je pense que quand on porte une résolution, et j'en ai porté, nous en avons tous porté autour de la table, on fait en sorte que la majorité, l'unanimité même des personnes autour de la table puissent s'y associer. Et que ce sujet, par exemple, des fonds européens, me paraissait hors sujet par rapport à la résolution qui est portée sur l'efficience de la libération et la conditionnalité de la libération de M. Sansal. C'est simplement une critique de méthode de ma part, c'est pas une critique sur le fond. J'ai bien compris que c'était pas une critique de fond. Arnaud, et puis après Arnaud Stéphane, et puis Arnaud Benedetti. J'ai bien compris que c'était pas une critique de fond, mais au bout d'un moment, et vous le savez très bien, en politique nationale, mais comme en politique internationale, il faut utiliser le rapport de force. Si vous n'avez rien à mettre dans la hotte, quand vous dénégociez avec un régime, parce que c'est un régime en Algérie, on est bien d'accord, c'est un régime policier, c'est un régime qui est contre son peuple, c'est un régime qui a commis de nombreuses agressions, y compris contre son propre peuple, et qui utilise un système policier. On est bien d'accord. Qu'est-ce que vous utilisez comme outil? C'est quoi? Vous allez leur parachuter les abécédaires de la laïcité? Vous allez faire quoi? Vous allez faire des groupes de parole, des arbres à palabres? Je comprends pas exactement. Là, en l'occurrence, il s'agit d'une résolution, c'est-à-dire d'un acte symbolique, et c'est important les symboles, qui aurait dû aboutir à l'unanimité. Mais il faut que les porteurs de cette résolution, que ceux qu'on l'a rédigée, comme ceux qui la négocient, soient responsables de ce consensus. Simplement que réintroduire à l'occasion de la protection et du soutien que l'on doit à cet écrivain, réintroduire un débat sur le soutien à l'État algérien, ça me paraissait pas être la meilleure manière. Mais ça paraît être la base, non? Ça paraît être la base. C'est pas la base. Ça n'est pas la base, Valérie, parce qu'il y a des gens tout aussi intelligents que nous qui pensent que c'est en gardant un dialogue avec l'État algérien, tout aussi corrompu soit-il, qu'on arrivera à faire avancer les droits de l'homme. Pour l'instant, ça marche pas. Et cette idée-là, elle est respectable, tout comme les autres. Ça fait combien de jours qu'il est en prison? Il faut qu'on s'en donne les moyens. Voilà. Juste un point. Boualem Sansal est en prison maintenant depuis plus de 110 jours. Le dialogue. Et au niveau du comité de soutien, suivi depuis le début une ligne qui était une ligne extrêmement réservée, extrêmement modérée, en laissant sa chance à la négociation et à la diplomatie, comme l'on dit dans le langage autorisé. Or, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 mois et demi? Quelques éléments qui montrent aujourd'hui véritablement quel est l'état d'esprit des autorités algériennes. L'avocat, Maître Zimré, n'a pas de visa. Il est l'objet d'une campagne antisémite en Algérie qui est orchestrée par le pouvoir algérien et par la presse algérienne, qui fait pression aujourd'hui sur Boualem Sansal pour qu'il récuse son avocat en raison de ses origines juives. Deuxième élément, Boualem Sansal est franco-algérien. Il a le droit à la protection consulaire. Cette protection consulaire, à ce stade, depuis maintenant près de 4 mois, n'est toujours pas accordée à Boualem Sansal. Donc vous voyez que quand même, le moins qu'on puisse dire, c'est que la stratégie qui a été la stratégie de réserve et de prudence, le moins qu'on puisse dire, elle n'a pas fonctionné et elle n'a pas opéré. Pendant ce temps, le régime algérien, évidemment, continue à maintenir en prison, alors qu'il est malade, qu'il a 80 ans, notre compatriote. Mais il faut signaler que le régime algérien ne s'en prend pas seulement qu'à Boualem Sansal. Je vais prendre 2 exemples. Il y a cela maintenant une quinzaine de jours, un jeune caricaturiste algérien, Gilas Haïnouch, et qui, fort heureusement pour lui, est réfugié en France, a été condamné à 20 ans de prison. À 20 ans de prison pour quelques dessins qu'il a fait dans la presse. Il avait auparavant pris 10 ans pour insulte au chef de l'État, donc 30 ans. Les autorités algériennes viennent de faire fermer à Boumerdès, la ville où d'ailleurs où réside Boualem Sansal et où son épouse, les éditions Franz Fanon, qui ne sont pas quand même considérées comme des éditions historiquement très opposées au régime algérien, parce que elles ont eu le malheur, entre guillemets, de publier un ouvrage sur l'Algérie juive. Je crois qu'il faut quand même pas se tromper à un moment donné
sur ce qu'est la vraie nature du régime algérien. Le régime algérien n'est pas un régime... Non, mais je termine. Le régime algérien n'est pas un régime démocratique. Le régime algérien est un régime corrompu. Le régime algérien est un régime qui est bâti sur un compromis avec les islamistes depuis la fin de la guerre civile. Le régime algérien essaye de faire taire toutes les voix discordantes en Algérie et toutes les voix critiques. Je rappelle que Kamel Daoud est l'objet d'une campagne absolument infâme en Algérie. Il y a des pressions qui s'exercent sur sa famille tous les jours. Que l'État algérien est en train de conduire un procès en France contre Kamel Daoud. Donc je trouve quand même que les réserves de la gauche vis-à-vis de ce régime me paraissent extrêmement étonnantes et que, en effet, peut-être qu'aujourd'hui, il faut peut-être essayer de voir si la ligne, qui est la ligne d'infléchir le rapport de force vis-à-vis de l'Algérie, n'est pas la meilleure ligne pour justement permettre la libération de Boualem Sansal, parce que à ce stade, on a vu que la négociation, la réserve, la prudence n'ont pas porté leurs fruits. Vous avez quand même une réaction, juste, je vais vous lire, le député PS Pierre Pribetich, qui dit: ils ont profité de ce texte pour faire rentrer une liste de courses pour entrer dans un rapport de force et contraindre l'Algérie. Cela ne nous convient pas. Il y a un moment, cet homme est en prison depuis 110 ans. 110 jours, pardon. Mais personne ne le nie et personne. Bien sûr que si. Personne ne nie la situation de Monsieur Sansal et le soutien qu'on lui doit. Je dis simplement, mais je reviens sur une question de méthode. Je suis d'accord sur le fond. D'ailleurs, vous savez, Monsieur Benedetti, je regrette aussi que dans cette résolution très mal écrite, à mon sens, il n'y ait aucune relation sur la situation de Maître Zimré. C'est étonnant d'ailleurs, dans une résolution comme celle-là, effectivement, cette situation inacceptable où un État refuse ou conseille à une personne emprisonnée par voie de fait de changer d'avocat parce que celui-ci serait juif n'est même pas cité dans la résolution. Je dis simplement que quand on porte une résolution aussi centrale, aussi symbolique, on fait en sorte d'obtenir l'unanimité. Je pense qu'ils auraient toujours... Je pense qu'ils auraient trouvé de toute façon toujours... des conseillers en bienveillance pour l'écrire. Mais peut-être, mais au moins ça les aurait mis face à leurs responsabilités. Là, d'une certaine manière, je trouve que la manière dont cette résolution a été portée, malheureusement, ne sert pas les intérêts de M. Sansal. Allez, on va marquer une toute petite pause et puis on va continuer, Arnaud. Alors cette fois, c'est Arnaud Stéphane qui nous fera son coup de cœur. Un prénom aujourd'hui. Allez, on continue nos débats. Juste une petite remarque. On parlait hier des normes et des choses un peu absurdes. Vous avez remarqué, si vous achetez la presse, qu'il y a un losange avec une plume écrit presse. Eh bien, le ministre de la culture a remodelé ce logo en un truc moche et illisible avec écrit presse. Je peux même pas vous décrire le truc. Donc on a dépensé de l'argent pour changer ce logo qui était quand même une référence qu'on voyait de loin. Et donc je trouve ça absolument invraisemblable. On n'a pas d'argent et on a dû payer assez cher parce qu'il va falloir refaire tous les logos de tous ces espèces de losanges jaunes partout en France. Non, c'est. J'espère que certains vont pas le faire. La carotte. Si, c'est la charte. C'est la charte. La carotte des tabacs est restée. C'est plus la même. C'est vrai que c'est une autre. Mais c'est une charte. Ils vont être obligés de le faire. Voilà. Arnaud, coup de cœur. Oui, crise ukrainienne. Les médias et la politique sont morts. Vive la politique et les médias. La fin du carême verra-t-il la résurrection de ces deux piliers de la démocratie française? La crise ukrainienne aurait été un révélateur de cette crise profonde de sens et de ce qu'est une information équilibrée, critique et plus proche de ce qu'est la réalité. Heureusement, il reste des lieux de liberté et de débat comme Sud Radio. Un essai sur le temps que nous vivons aurait eu pour titre Orwell chez les mythomanes. La politique, quand elle est victime d'une indigence idéologique, est devenue cette fameuse télé-réalité pour les moches, décrite par l'écrivain britannique William Boyd. Mais au-delà des plateaux de BFM CI, remplis de généraux Kakoshim, de journalistes aux accents guerriers, alors que la plupart d'entre eux ont fait des pieds et des mains pour être réformés P4, un espace de plus en plus populaire chez les Français et les Européens. Je veux parler des plateformes d'information sur le net se développent et on voit par exemple les scores invraisemblables que réalise pourtant quelqu'un qui n'est pas vraiment dans ma tessiture, on va dire, culturelle ni quoi que ce soit. C'est Hanouna avec encore hier 1 million de téléspectateurs sur une plateforme complètement indépendante. Il est diffusé sur toutes les box, exactement. Mais c'est l'absurdité la plus totale. Exactement. On est plus
sur la TNT ni sur voilà. On est en dehors de la zone d'influence de l'Arcom. Donc de plus en plus, ces plateformes sont de plus en plus populaires chez les Français et les Européens. Et bien sûr, ce sont ces plateformes d'information ou de spectacle sur le net. Elles réservent un espace non contraint. Elles font éclore de nouveaux modes d'usage. La politique suivra vraisemblablement le même chemin, pas tout de suite. Et le corsetage des partis épuisés par leur médiocrité sera enfin détruit. L'avenir, c'est le choix, le participatif, c'est l'indépendance. Et viendra le jour où des grands noms, vraisemblablement comme Rochebain, Pujadas, pour donner ceux qui marchent le plus en ce moment sur les chaînes d'infos, suivront les pas, de manière assez paradoxale, de Tucker Carlson. Et ça, c'est formidable. Vous pensez pas plutôt Pascal Praud que Pujadas et quand vous avez une fanbase et quand vous avez autant de succès que ces gens-là. Mais Pascal Praud fait plus d'audience que Pujadas et Darius Rochebain. Mais vous verrez que ces gens n'auront demain plus d'autre choix en vérité que d'avoir des émissions qu'ils contrôlent totalement. Ils le sont déjà. Oui. Pujadas est producteur de son émission en vérité sur LCI. On n'arrive plus à savoir si c'est BFM ou LCI en ce moment parce que comme c'est les mêmes plateaux avec quasiment les mêmes généraux, les mêmes intervenants, c'est un peu. Voilà. Mais donc vous voulez, si vous voulez, en résumé, c'est quoi? C'est que les médias sont en train de. Il y a une révolution qui est en train de se passer parce que on voit bien qu'aujourd'hui il y a un unanimisme autour de la crise ukrainienne, mais ça aurait pu être d'autres sujets. Mais la crise ukrainienne révèle ça. C'est que vous avez aujourd'hui des gens qui bloquent les plateaux télé. Et je suis bien placé pour le savoir, vous n'êtes plus invité si vous n'êtes pas exactement dans la doxa. Il faut dire exactement la bonne chose au bon moment et surtout ne pas remettre en question, par exemple, le discours du président de la République l'autre soir ou les actions guerriers sans expliquer que tout ce qui a été décidé par nos amis européens, les 800 milliards, etc., on aura l'occasion d'en parler, c'est de la flûte à bec. Mais, encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment les gens vont s'emparer de ces nouveaux modes d'usage et de ces nouvelles plateformes. On voit par exemple aujourd'hui des gens sur Twitch qui font, avec des programmes qui n'ont rien à voir avec l'actualité, mais qui pourraient être l'actualité, qui font des scores plus importants que des chaînes de la TNT. Beaucoup plus, des millions de téléspectateurs. Mais est-ce que c'est pas dangereux ? Mais oui, mais ça, c'est la question que tout le monde se pose. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux aujourd'hui d'avoir des chaînes qui volontairement se corsettent ou décident d'avoir une ligne politique pour expliquer le monde, la géopolitique? Moi, je m'inquiète de savoir sur tout ça. Parce que, regardez, vous avez tous les gens qui sont partis sur nous allons quitter Twitter et nous allons aller sur Blue Sky. Le premier truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à se prendre la tête entre eux en disant qu'il n'y avait pas assez de de contrôle et de sûreté, etc. Enfin, je veux dire, ça devient fou, quoi. On peut pas être dans un monde où des gens, un petit groupe de monde, décident, ou pas, d'ailleurs, de dire ce qu'est la réalité ou pas. Regardez ce qu'on vient de vivre à l'instant tout à l'heure sur la discussion, sur l'affaire Boualem Sansal. J'ai pas relevé tout à l'heure sur le moment, mais il a été notre ami sur le plateau a dit on peut ou pas ne pas être d'accord avec Boualem Sansal. Mais qu'est-ce qu'il dit de mal, Boualem Sansal, en vérité? Qu'est-ce qu'il dit de mal, Boualem Sansal? Il faut être contre un régime policier en Algérie et que les islamistes sont méchants? C'est ça. Est-ce qu'il y a un sujet de discussion là-dessus, en fait? Alors, tout n'est pas égal par ailleurs. C'est-à-dire que il y a des sujets peut-être un petit peu plus complexes qui méritent. Il y a peut-être des gens qui sont un peu plus qualifiés pour parler de certains sujets. Mais qui détermine la qualification? Je ne sais pas. Alors vous qui êtes professeur Arnaud Benedetti en communication à la Sorbonne. Ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, on assiste là depuis maintenant plusieurs décennies, enfin surtout depuis, ça s'accélère ces dernières années. Avec le Covid, parce qu'il y a eu la question autour du Covid aussi. On a une révolution de l'espace, ce qu'on appelle l'espace public, et dont l'espace médiatique est une des parties d'ailleurs de l'espace public. C'est-à-dire que on a vécu pendant des siècles et pendant des décennies avec des logiques d'intermédiaires, c'est-à-dire de porte-parole qui parlaient finalement. Je dirais. Et aujourd'hui, ce à quoi on assiste, et ça c'est le fruit de la révolution technologique à laquelle nous avons assisté maintenant depuis plusieurs décennies, c'est une désintermédiation
clair, c'est-à-dire que tout le monde a accès d'une certaine manière à une parole publique. Alors plus ou moins forte, évidemment, en fonction du niveau de gens qui vous suivent. Mais cette réalité-là, elle s'impose et elle change considérablement le rapport à la démocratie, le rapport à la vérité, le rapport j'allais dire à la confrontation publique. Mais là où je suis assez d'accord avec vous, c'est que vraisemblablement, on est en train aujourd'hui d'assister à un mouvement très profond qui change considérablement, j'allais dire, le regard que les gens ont sur les médias traditionnels. Et c'est ça qui est en train de changer aussi. Et ça, c'est quand même une chose qui est tout à fait nouvelle. Vous savez, quand on dit, alors bon, Trump, souvenez-vous de la première élection de Trump aux États-Unis. Mais il y a quand même des constantes. Ce que je veux dire par là, c'est que politiquement, il y a des constantes. La première élection de Trump aux États-Unis, on a dit à un moment donné, mais Trump a gagné parce que finalement, je dirais, il a bypassé les médias traditionnels, ce qui était vrai d'ailleurs, qui était à 90% opposé à lui, et il a utilisé les réseaux sociaux. C'est vrai. Indéniablement, ça a été quand même le cœur de cible de sa communication politique. Mais arrêtez, Trump a gagné, il n'a pas gagné à cause de ça. Il a gagné tout simplement parce qu'il a eu le vote des classes populaires et des classes moyennes qui se sentaient dépossédées et déclassées. Il a gagné parce qu'il a réussi à prendre le contrôle du Parti républicain. Donc, si vous voulez, il y a en effet une transformation du monde médiatique, ça c'est évident. Mais sur les grandes constantes, quand même, les constantes restent toujours sociologiques et historiques pour expliquer quand même un certain nombre de mouvements politiques. Je vous donne juste un exemple, Valérie. Tout à l'heure, vous avez dit, mais quand même, il faut avoir des gens qui soient susceptibles d'être légitimes, grosso modo, pour déterminer et rédactionnaliser l'information. Là, rappelez-vous le nombre de unes sur la Juppé Mania. Ça a été une création médiatique. Il n'y avait pas plus de Juppé Mania en France que de beurre en branche. Je veux dire, ça a toujours. C'est un peu. Enfin, quand je dis tout, ça a toujours existé. Non, mais quand je dis tout n'est pas égal, c'est-à-dire que, je fais référence au Covid entre autres. On peut pas traiter la science, on ne peut pas traiter certains sujets de la même manière, d'une manière opinionnelle, ce qui est en train aujourd'hui d'être fait, et même sur le sujet de l'Ukraine. Les gens ne se trompent pas, en vérité. La critique des intermédiaires, des experts, elle n'a pas attendu la révolution technologique pour s'exprimer. Ce qui change avec la révolution technologique, c'est que n'importe qui peut prendre la place. Exactement. En tout cas, bien sûr. Et éventuellement envisager de prendre la place de l'expert, du journaliste. Moi, ce qui me marque dans le débat actuel, c'est la relation que nous avons avec la vérité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait nation, comment est-ce qu'on s'unit, comment est-ce qu'on vit ensemble si on n'a pas un minimum d'accord, de consensus sur un minimum de vérité. Si les journalistes mentent, si on dit que les juges mentent, si les enseignants mentent, si les médecins mentent, finalement, sur quoi on va tomber d'accord pour commencer à vivre ensemble? Et c'est le vrai sujet. Moi, que les gens et que les citoyens se saisissent des moyens de communication qui sont les leurs et qui demain seront encore différents, c'est plutôt une bonne chose. La vraie question, c'est comment on peut pratiquer un libre arbitre, avoir le droit de dire qu'on n'est pas d'accord avec Boualem Sansal, mais qu'on est d'accord avec le fait qu'on protège n'importe quel écrivain, comme la liberté d'expression est fondamentale, et comment on peut se le dire sans se retrouver obligé de dire autre chose. Vous savez, Roland Barthes écrivait très fortement que le fascisme, ça n'était pas l'interdiction de dire, c'était l'obligation de dire. Il faut faire attention que dans les périodes qui viennent devant, et que ce soit pour soutenir tel ou tel partisan ou telle opinion, on se retrouve obligé de dire pour continuer à s'exprimer. Ouais. Alors, on va marquer une page de pub et ce sera à vous, Nicolas Corato, votre coup de cœur, et ça va nous permettre d'amorcer le débat autour de l'Ukraine. À tout de suite. Et de retour avec vous dans le studio de Sud Radio jusqu'à midi. Alors, Nicolas Corato, vous vouliez faire un coup de cœur à Sébastien Lecornu. Oui, parce qu'on a coutume de critiquer beaucoup le personnel politique, peut-être avec raison, et je crois que quand on a des ministres ou des femmes ou des hommes politiques qui sont à la hauteur du temps et de l'époque, il faut le signaler. Moi, Monsieur Lecornu ne fait pas partie du camp politique qui pourrait être le mien, mais je reconnais ses qualités d'homme d'État et de ministre des Armées. Notez peut-être deux choses chez Sébastien Lecornu. D'abord, cette capacité à se tenir un peu au-dessus de la mêlée. C'est pas un homme de clivage, c'est un homme qui a ses idées et qui les exprime très fortement, mais qui n'en fait pas des moyens de dissensus, et qui a trouvé, je crois,
une forme de porte-parole vis-à-vis des armées, vis-à-vis de l'opinion publique, qui sied à la société, à l'époque de tension qui est la nôtre. La deuxième chose, je trouve que c'est un homme politique intéressant parce que il fait de la communication à l'ancienne et ça lui réussit. Je dis ça par rapport au ministre des Affaires étrangères. Mais par rapport à d'autres ministres qui sont constamment sur le terrain, constamment devant les caméras, constamment sur Twitter, constamment sur les réseaux sociaux, je trouve que Sébastien Lecornu a fait l'effort de publier un livre en fin d'année dernière qui s'appelait Vers la guerre avec un point d'interrogation. C'est un livre que je conseille à tous, qui est assez didactique, pédagogique, pas très politique, mais qui me fait le point en fait sur notre situation et la situation de l'Europe vis-à-vis du conflit et des conflits actuels. Bref, je trouve qu'il faut souligner à l'heure où on parle quand même d'une situation très conflictuelle avec certains de nos voisins européens, saluer le fait que nous ayons un personnel politique qui me paraît, moi, être à la hauteur. Et je ne suis pas habitué à faire des gentillesses sur les gouvernements du président Macron. Mais voilà, moi je trouve vraiment que c'est plutôt rassurant de voir que nous avons à la tête du ministère des Armées un ministre qui tient la route. Voilà. Alors, je sais pas, réaction. Il a plutôt bonne presse chez les militaires, c'est vrai. C'est un ministre qui n'était peut-être pas destiné à ces sujets à l'origine, mais qui a embrassé le sujet. Après, évidemment, sur d'autres questions, mais notamment sur l'actualité, sur ces dernières déclarations, on aura l'occasion d'en discuter. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a défendu les hommes de son ministère et les troupes qui en dépendent, et que ça, c'est quand même notable. Après sur le discours, effectivement, l'interview. Il est meilleur au ministère de la Défense qu'il l'était au ministère des Outre-mer, où il n'a pas laissé un souvenir impérissable, en l'occurrence. Mais enfin, passons. Ce qui est sûr, c'est que aussi, si vous voulez, je rejoins ce qui a été dit. C'est vrai qu'il est discret, qu'il a une communication à l'ancienne. Ça, c'est plutôt, je veux dire, en effet, quelque chose d'assez positif dans un monde où l'hypercommunication débridée, parfois, vient quelque part, je veux dire. C'est pas un sujet non plus, on communique énorme. Ensuite, il a la chance, entre guillemets, il a l'opportunité d'être dans un ministère qui appelle à la frugalité en termes de communication. Si vous voulez, quand vous regardez à peu près tout le parcours des ministres de la Défense qu'on ait eu lorsqu'ils ont été ministres de la Défense, finalement, il y a très peu de controverses ou de polémiques autour des ministres de la Défense, parce que j'allais dire, la fonction crée d'une certaine manière la nécessité de communiquer avec une forme de sobriété, une forme de discrétion. Donc ça, c'est quand même... Bon, il sait le faire, en l'occurrence, et il le fait plutôt bien, c'est vrai. Mais je veux dire, il a aussi cet avantage et cette ressource-là qui, vraisemblablement, explique peut-être son succès. Son succès. On va faire une chorégraphie sur TikTok, dans une caserne, par exemple. Oui, comme le ministre des Affaires étrangères avec son TikTok. L'escalade entre Emmanuel Macron et Trump et Poutine, l'escalade verbale. Poutine a comparé Emmanuel Macron à Napoléon et Macron lui a répondu qu'il était un impérialiste révisionniste. Et alors, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors on a le son, pardon. Je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. S'il y a un cessez-le-feu, ça n'est pas pour faire la paix durablement. Ce sera pour mieux reprendre la guerre. Oui, ça vous laisse sans voix, les uns et les autres. Nicolas Hein? Non, mais la Russie a toujours été un empire. Je veux dire, c'est l'empire qui crée la Russie, d'ailleurs, en la matière. Donc, l'empire existait avant Poutine, et il existera vraisemblablement après Poutine. Mais à quoi une réalité historique. À quoi il joue Qui Emmanuel Macron. Il joue. Oui, alors Nicolas. Encore une fois, je vais passer pour le dernier des macroniens. Ce serait pas con, mais je suis pas surpris de la réponse du président de la République. La comparaison avec Napoléon, Napoléon est un homme qui s'est assis sur le droit international, qui a toujours violé les frontières. En même temps, il n'existait pas. Pardon, le droit international, reprenez le droit international, il existe depuis l'Empire romain, le droit international. Et je vous renvoie à vos études de droit international public, messieurs, et je vous rappelle que l'assassinat du duc d'Enghien a fait une jurisprudence en matière de droit international. Napoléon
est un empereur qui viole le droit international, qui viole la souveraineté de ses voisins, qui viole les frontières, qui viole systématiquement les frontières de tous les pays européens. Effectivement, je comprends qu'Emmanuel Macron renvoie et retourne à M. Poutine la comparaison avec Napoléon. S'il y a un empereur aujourd'hui qui se fiche bien du droit international, qui veut conquérir de nouveaux territoires, malgré l'histoire et l'identité de ses voisins, pardon, mais factuellement, c'est bien M. Poutine. Alors, sur le plan historique, je rappellerai que finalement, c'est la Révolution qui a commencé quand même à violer, il faut le rappeler, après avoir elle-même été attaquée d'ailleurs, en l'occurrence, le principe de la souveraineté des autres États. Et Napoléon s'inscrit dans ce mouvement plus général. Ensuite, moi, ce que je crois, c'est que, si vous voulez, la difficulté pour Emmanuel Macron, on voit bien que Emmanuel Macron essaye d'apparaître celui qui prend le lead en Europe depuis l'altercation médiatique, politico-médiatique entre Zelensky et Trump. Le problème, c'est que finalement, au-delà de Macron, parce que bon, nous on focalise sur Macron aujourd'hui en France, et c'est bien normal puisqu'il est le chef de l'État. C'est la question, je veux dire, des marges de manœuvre de l'Europe dans cette nouvelle situation, dans cette nouvelle configuration dans laquelle on se retrouve, où on a finalement deux empires, d'un côté l'empire américain et de l'autre côté l'empire russe, qui sont en train de se mettre d'accord, certes sur le dos des Ukrainiens, mais où finalement les Européens se retrouvent totalement démunis et sans véritable marge de manœuvre. Et moi je pense qu'il y a eu un déni quand même depuis un certain nombre d'années, c'est que on a ce que fait Trump, je veux dire, n'est pas surprenant. Il l'avait annoncé. Et comme Trump est quelqu'un qui quand même fait ce qu'il dit en règle générale, on savait très bien que Trump, je veux dire, allait tout faire pour mettre, en tout cas, fin au soutien américain à la cause ukrainienne. Sauf qu'on n'a pas voulu le voir. On n'a pas voulu le voir parce qu'on pensait pas que Trump d'abord serait réélu. C'était le premier point. On a refusé cette réalité. Et la réalité, c'est qu'en effet, les Américains ont porté Trump pour la deuxième fois à la Maison Blanche et que on se retrouve dans une situation où, en effet, l'Europe apparaît très à découvert aujourd'hui. Oui, avec une situation qui n'est pas extrêmement claire non plus vis-à-vis de Trump. L'OTAN, il a menacé de quitter l'OTAN, il ne l'a pas fait. Mais non, il va pas quitter l'OTAN puisque ça lui permet de débrancher un certain nombre de pays européens qui sont au cœur de l'OTAN et qui de toute façon finiront par obéir ou s'aligneront sur la position américaine par tradition, par tropisme, je parle de nos amis italiens. Nos amis italiens ont déjà dit qu'ils enverraient rien du tout en cas d'opération. Mais parce que l'Italie est un pays otanien, y compris même dans son imaginaire aujourd'hui. L'Allemagne, c'est un peu plus surprenant parce que pendant tellement longtemps, ils nous avaient expliqué que nous étions des grands méchants et qu'on pensait qu'à nous et qu'on voulait développer, que nous étions la grande nation et qu'on faisait ci, on faisait ça. Et résultat des courses, aujourd'hui, les Allemands sont vent debout pour essayer de lancer ces fonds. Enfin bon, si l'euro est nu aujourd'hui, c'est aussi en partie à cause de nos alliés européens. Les retards sur les projets, le refus de puissance, d'avoir poussé personne n'a obligé les Allemands à continuer à avoir des bases aussi importantes de l'OTAN en Allemagne. Je veux dire, la base de Ramstein, c'est quand même une des plus grosses bases américaines dans le monde. Et en plus, il y a une particularité, vous savez, il y a un shérif à Ramstein parce qu'on est quasiment sur un système d'extraterritorialité. Voilà, l'Europe est à poil, excusez-moi l'expression. On n'a pas de satellite, on n'a pas d'énergie, y compris pour lancer cette. On a quelques satellites. J'ai très peu par rapport aux Américains. Ah merci. Voilà, mais par rapport aux Russes, ça c'est sûr. J'ai regardé, j'ai vérifié ça aussi l'autre jour. Satellite militaire. Satellite militaire, mais il y en a qui sont mixtes, vous savez. Donc, grosso modo, il y en a 50 en Europe qui pourraient servir pour des questions militaires. Il y en a plus de 120 pour les Russes, il y en a 200 pour les Américains, il y en a 150 pour les Chinois. Bref, tout ça pour dire. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? On est en train de montrer les gros bras, de dire qu'on est là. C'est rachitique qui montre des gros bras, mais regardez, je donne juste un exemple. Nous avons on a un porte-avions que tout le monde connaît, le Charles de Gaulle. Le système des catapultes du Charles de Gaulle, ce sont des catapultes américaines. Les avions de repérage qui sont à bord du Charles de Gaulle sont les avions américains.
63%, ça a été dit hier, 63% du matériel militaire en Europe est américain. Vous pensez que les Américains vont laisser les F-35 polonais ou machin décoller pour aller jouer au malin sur la frontière avec la Russie? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc c'est quoi la situation pour vous? Qu'est-ce qui va se passer? C'est la phrase de MacArthur. Hein. Il y a 2 mots qui expliquent toutes les défaites. Trop tard. Voilà. Mais donc quoi? C'est intéressant. Alors, Nicolas, ce défaitisme. Je sens dans le malaise et le défaitisme qui règne sur votre bureau l'expression aussi du malaise d'une époque où finalement l'Europe se réveille en mal-être idéologique. Depuis des années, on nous parle du choc des civilisations, et voici que on se découvre subitement pour certains, ou on redécouvre 2 ennemis majeurs qui sont à l'est et à l'ouest. Un ancien allié qui, à mon avis, le restera longtemps, mais qui pourrait tourner au vinaigre, qui est M. Trump, et une Amérique qui se radicaliserait. Et puis un M. Poutine qu'on nous a longtemps présenté comme un modèle, dans certains partis politiques, compris en France, et qui s'avère devenir une menace quasi existentielle, immédiate pour l'Europe. Et face à ça, moi je trouve que l'appel au patriotisme, excusez-moi de le dire, du président de la République tombe à pic. Le patriotisme, ça commence peut-être par un patriotisme. La République tombe. Ça commence par notre propre pays, propre énergie, talent, confiance soit. Non, j'ai pas de leçon à prendre de gens qui ont empêché le pays de s'armer et d'avoir une position stratégique forte. Pitié, pas ça, pas vous, quoi. Merci. Attendez, laissez faire terminer Nicolas. Bien sûr, c'est ça. L'époque est suffisamment grave pour qu'on arrête de jouer à une sorte d'illusionnisme en dénigrant nos forces armées. Nos forces armées, elles font ce qu'elles peuvent avec ce qu'elles ont, et jusqu'à présent, elles sont. Vous avez fait votre service militaire où, s'il vous plaît, cher ami? Mais j'ai pas à répondre à votre question, vous n'êtes pas procureur, voilà. Puis on en reparlera. Je vous dirais que j'ai plusieurs années de service militaire, si ça vous intéresse. Très bien. Mais, dans la réserve. Non, mais Nicolas, je n'ai pas à répondre à votre question. Vous n'êtes pas encore au pouvoir. Donc, Nicolas, je ne me permettrai jamais, moi, de vous interroger sur votre vie personnelle. Et je trouve qu'il y a là une manière de franchir un frontière entre l'expression publique, le débat public, le respect que nous nous devons et le respect. Non, mais vous parlez de patriotisme et de parler de gens qui sont des défaitistes. Moi, j'attends. Vous n'avez pas utilisé ce genre d'argument. Ah, d'accord, très bien. Je ne vous demande pas de qui vous êtes né, qui sont vos enfants et d'où vous venez. Non, j'espère que ça restera comme ça dans ce pays longtemps. Nicolas, je vois pas le rapport avec la choucroute. Nicolas, je vois parfaitement le rapport. Vous voulez ma carte d'identité? Non, j'ai pas besoin. Je vous demande simplement, vous nous expliquez que nous sommes des défaitistes et que nous sommes des gens qui critiquons les forces armées. Je vous demande. Parce que vous n'avez plus d'arguments. Pardon? Non, pas du tout. Monsieur. Calmement. Quel avis portez-vous sur le modèle de M. Poutine et le modèle de gouvernement de M. Poutine? Et ce sont les Russes. Moi, je suis pour la France. Je trouve invraisemblable que notre pays se soit autant affaibli sur le point de vue international et sur le point de vue militaire. C'est pas comme si nous ne savions pas que les budgets militaires que nous avons donnés à nos forces armées étaient très en dessous de ce qu'il aurait fallu pendant des années. On a fixé comme ligne, il fallait 2% du PIB. C'est quand la dernière fois que on a réussi à avoir des budgets qui étaient à la hauteur des attentes de l'armée? On sait très bien qu'on a tout dégringolé. On sait très bien qu'il y a pas la moitié des chars qui sont en mode en fonctionnement aujourd'hui. Mais on le sait, il y a des rapports parlementaires. On le sait très bien. Alors, vous l'avez fait précédemment en les traitant de Kakoshim. Mais bien sûr, c'est vrai. Il y a 3000 généraux en France, et la moitié sont très largement dépassé la date de péremption. Est-ce qu'on a les moyens de montrer les muscles aujourd'hui? C'est la si vous voulez, quand on regarde la situation budgétaire, alors on a compris que la réunion hier européenne va débloquer, je crois, j'ai compris 850 milliards. Bon, j'attends de voir comment, parce que c'est quand même un sujet en soi. Compte tenu de l'état des finances publiques, notamment de l'état des finances publiques en France. La difficulté, c'est que c'est vrai que aujourd'hui, on voit bien qu'il y a tout un discours qui s'est installé depuis quelques jours sur la nécessité, en effet, de doper le budget de la défense. La réalité, c'est que ça n'a pas été le cas pendant des années et des années. Bon, faut-il rappeler que Emmanuel Macron, lorsqu'il a été élu président de la République, a rayé d'un trait de plume 850 millions d'euros du budget de la défense, qui a entraîné à l'époque
l'époque le départ du général de Villiers, donc c'était pas quand même un très bon signal qui était envoyé dans les priorités du premier quinquennat, au moins d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on se rend compte en effet que le monde est dangereux, en effet. Mais je veux dire, on aurait pu s'en rendre compte. Je rappelle que quand il est élu président de la République, la guerre au Donbass a commencé en 2014, et que Emmanuel Macron est élu en 2017. Donc, je veux dire, le monde n'était pas moins dangereux hier qu'il ne l'est aujourd'hui. Il est certainement peut-être un peu plus aujourd'hui, certes, oui, en effet. Ce qui explique cette prise de conscience. Non, la vraie difficulté, je pense, au-delà de cela, c'est de savoir comment on fait. Comment on fait budgétairement aujourd'hui, compte tenu de la situation budgétaire de la France, pour permettre, je veux dire, au budget de la défense de, j'allais dire, retrouver une dynamique qui soit une dynamique plus positive qu'elle ne l'a été ces dernières années. Petite pause de pub, on se retrouve tout de suite après. Avec vous sur Sud Radio et merci de votre fidélité. Nous avons désormais 1 million d'abonnés sur notre chaîne YouTube, sur YouTube. Oui, vous disiez Arnaud ? Félicitations. Oui, non, on est très très fiers, très contents. Et ça rejoint un petit peu ce que vous disiez sur les alternatives aujourd'hui à la diffusion classique du canal radio. On a énormément de reprises, énormément de gens qui nous regardent sur YouTube et on est ravis, on est très contents parce que tout le monde ne capte pas Sud Radio. Donc il y a le DAB+, mais il y a aussi la chaîne YouTube qui fonctionne très très bien. Donc on est très contents. Je voudrais qu'on change un petit peu de sujet. On n'a pas eu l'occasion de commenter ce sondage IFOP. 16% des élèves ne veulent pas d'un juif pour ami. L'école n'est plus un sanctuaire. Principale donnée, 51% des élèves ont entendu dire du mal des juifs de la part de camarades de leur établissement. Et puis des insultes. Ne fais pas ton feuge, sale feuge. Hitler aurait pas fini le travail. Les juifs, on les reconnaît. En référence au nez d'un élève, ou encore s'agace pour saluer un camarade juif. 73% des sondés, malgré tout, déclarent avoir parfaitement ou à peu près savoir ce que signifie la Shoah. Néanmoins, c'est un chiffre qui montre qu'effectivement, il y a aussi une évolution de l'antisémitisme dans les écoles. Je ne sais pas qui veut commenter. Arnaud. Alors Arnaud Stéphane. J'ai eu l'honneur d'être président d'un club de rugby à 13 à Nanterre, en banlieue parisienne. Et c'est le club d'ailleurs où était Naël, il avait changé de nom, mais c'est le club où le jeune Naël était joué au rugby, d'ailleurs à Nanterre. Et nous avions beaucoup de gens venus de plein d'origines différentes, etc. Et j'avais des joueurs qui étaient étudiants, et j'avais 2 joueurs qui étaient d'origine juive. Et c'est vrai qu'avec les plus jeunes dans le club, nous avions des vraies difficultés. C'est-à-dire certains ne voulaient pas être dans la même pièce que lui, etc., etc. Et on parle de ça au tout début des années 2000. Donc il y avait quand même déjà quelque chose qui montait. Ça a été un vrai problème pour nous. Ça a été un vrai problème pour nous parce que certains ne voulaient pas lui serrer la main, le saluer, etc. Mais ça, c'était chez les plus jeunes. Ceux qui jouaient dans l'équipe première avaient pas ce genre de problème. Enfin, ceux qui jouaient avec les petits, les juniors, aujourd'hui sont des parents. Mais dans le sport, on avait entendu parler effectivement de c'est les mêmes. Ceux qui font du sport sont ceux qui sont à l'école. Mais à l'école, c'est visiblement la situation s'est pas améliorée. C'est absolument dramatique. Enfin, je veux dire, comment on peut. Nicolas Corato. Oui, j'ai regardé le sondage. Il y a plusieurs choses. D'abord, malheureusement, c'est pas nouveau. Cette expression du racisme et de l'antisémitisme dans toutes les branches de la société, y compris parmi les plus jeunes. Ce qui est choquant, ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est d'avoir le même sondage sur la population adulte, parce que d'une certaine manière, on pourrait se rendre compte un peu aussi des ravages de l'antisémitisme, mais dans toute la population. Vous l'aviez eu il y a quelque temps dans le Figaro. Je ne suis pas persuadé, mais c'est une question que je poserai aux sociologues, moi je ne suis pas spécialiste du sujet, je ne suis pas persuadé que ce soit une tendance générationnelle. Je ne suis pas persuadé que ce soit nécessairement les plus jeunes d'entre nous qui soient les plus tentés par ce fléau de l'antisémitisme. C'est ce que montre le sondage, a priori, non ? Non, le sondage, il montre qu'il y a 16%, effectivement, et vous l'avez dit, des jeunes. Le sondage, c'est pour ça que je dis que ce serait intéressant de voir sur un échantillon de la population française intégralement, de voir si effectivement on retrouve à la même proportionnalité ce schéma-là. Je dis ça parce que il y a quand même normalement un espoir qu'on doit avoir, c'est que ces jeunes sont scolarisés. Donc la vocation de l'éducation nationale,
qui n'est pas simplement la vocation des enseignants, mais aussi de leurs parents, c'est d'éduquer les enfants contre le rejet des différences, contre le rejet de l'autre. Enfin, pardon, Nicolas, la société aujourd'hui est plus forte que l'éducation, est plus forte que l'école, quand vous voyez... Bon. C'est vous qui le dites. Moi, je crois encore à la force de l'éducation, vous voyez, nationale. Et je pense que ce serait intéressant justement de voir comment est-ce que, et si l'éducation nationale arrive à aller au-delà de ce racisme, de cet antisémitisme, et à transformer aussi les consciences et les opinions de ces jeunes qui sont en formation. Ouais. Donc, peut-être Arnaud Benedetti, un mot. Moi, je partage un point. C'est qu'en effet, c'est un mouvement qui vient malheureusement de loin. C'est-à-dire, on l'a vu apparaître il y a à peu près à la fin des années 90, début des années 2000, qui s'accélère en effet clairement depuis le 13 octobre, manifestement. 7 octobre. Le 7 octobre, excusez-moi. La réalité, c'est que on a une transformation de l'antisémitisme. Enfin, il y a eu l'antisémitisme. Si vous voulez, le vieil antisémitisme d'extrême droite est aujourd'hui un antisémitisme qui, quand même, malgré tout, est fort heureusement devenu marginal dans la société française, mais que depuis finalement un certain nombre d'années, et encore plus depuis quelques mois, on voit bien ressurgir une forme d'antisémitisme qui est liée notamment à ce qui se passe entre autres en Israël. Et la crainte que j'ai, c'est que, en effet, cet antisémitisme trouve une légitimation par, le moins qu'on puisse dire, des ambiguïtés, voire des paroles, parfois clairement et explicitement antisémites, qui sont portées dans le discours public et dans le discours politique. Donc, il y a cette réalité qu'il ne faut pas non plus nier. Et là où j'ai quand même une différence avec Nicolas, le problème, c'est que l'école, en effet, c'est un lieu absolument essentiel et une forge indispensable. C'est que comment cette forge, je veux dire, peut résister par rapport à ce langage public qui est aujourd'hui clairement assumé par un certain nombre de responsables politiques. C'est fini pour aujourd'hui. Très bon week-end. On se retrouve lundi. Merci à tous les trois.